Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech. On bouscule un petit peu en ce moment le rythme habituel du Journal des Biotech. On reviendra bien sûr sur ce rythme bimensuel à la rentrée. Mais voilà, il y a une actualité chargée sur cette fin de premier semestre. Et donc on fait un certain nombre de numéros spéciaux du Journal des Biotech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. Bonjour Aram. Bonjour Laurent, c'est un plaisir d'être là. Bon, TME Pharma, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, mais quand même, nouveau nom de Noxon Pharma, c'est depuis juillet 2022, on a eu le temps de s'y faire. Biotech allemande côté à Paris, spécialiste des nouvelles thérapies dans le traitement des cancers en ciblant le micro-environnement tumoral. Aram, la nouvelle la plus récente, elle vient de tomber, c'était cette semaine, c'est la publication des résultats positifs de survie à 15 mois du bras d'expansion de l'étude Gloria, qui évalue le Noxa-12 en combinaison avec la radiothérapie et le bevacizumab, un anticorps anti-VEGF dans le glioblastome. On avait déjà les résultats à 14 mois. On pourrait se dire de prime abord, un mois de plus, ça change pas grand-chose, mais je vous vois rire, mais c'est au contraire, ça fait sans doute toute la différence. Qu'est-ce que ces données nous apprennent de plus? Est-ce qu'elles sont importantes pour vous? Tout à fait. Et Laurent, si je vous disais que vous allez mourir à 60 ans au lieu de 70 ans. Oui. 90 ans. Oui. Ça je prendrais peut-être mal, oui, effectivement. Oui, voilà. Et nos patients, ils avaient une espérance de vie moyenne de 10 mois à l'entrée de notre étude. Et aujourd'hui... On rappelle d'ailleurs, justement, c'est des patients qui sont résistants à la radiothérapie, avec chimiothérapie, tout à fait. Ouais, et avec en plus une tumeur qu'on n'a pas pu enlever complètement. Donc, exact. Voilà. Ouais. Donc c'est un des profils le pire d'avoir en première ligne de traitement de glioblastome. Alors, 10 mois moyenne, survie, on est là aux 50% de plus de ça aujourd'hui, et ça va améliorer encore, parce qu'il y a 5 patients sur les 6 qui sont toujours en vie. D'accord. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Nous avons une patiente qui est sous traitement maintenant depuis plus de 18 mois. D'accord. Et elle se porte suffisamment bien pour qu'elle continue à gérer son entreprise familiale. Selon le Dr Giordano, que je viens de parler il y a plus tôt cette semaine. Donc ça, c'est ça qu'on cible pour ces patients. Les 3500 patients chaque année atteints de glioblastome en France. Une bonne qualité de vie qui dure longtemps. Bon. Quelles sont les prochaines étapes maintenant sur les durées? Oui, allez-y, lui ajoutez quelque chose. J'allais dire qu'en fait, vous avez dit on avait les 14 mois et puis les 15 mois. Oui. Et en fait, nous avons communiqué les 15 mois parce que nous avons promis de le faire. Donc, on avait tenu notre promesse. Et en fait, ce qui n'était pas prévu, c'était de communiquer sur les 14 mois. Oui. Mais, comme nous étions invités à présenter des données sur un biomarqueur prédictif, à le congrès ASCO, ce qui est un des plus importants congrès pour la thérapie du cancer dans le monde. On avait... Vous aviez sorti ces données à 14 mois. Sorti ces données, exact, juste pour qu'on puisse discuter ça lors du congrès. Oui, très clair. Donc, et ça, c'est aussi une grande avancée. Cette biomarqueur prédictif, ça nous permet déjà de dire quel patient va répondre le mieux à notre traitement. Et attention, je parle surtout des patients qui recevaient que la radiothérapie et le Noxa-12. Je ne parle pas du bras d'extension qui avec les combinaisons, d'accord. Avec le bevacizumab. Donc ça, c'est la première groupe des patients. Et là, c'est fabuleux ce qu'ils ont trouvé. C'était un chercheur à Bonn, professeur Holzel, et son groupe, bien sûr. Ils ont trouvé que la présence de notre cible sur les cellules clés dans le tumeur, les vaisseaux, et les cellules tumorales, en fait, plus il y a du cible, mieux marche le produit. Le traitement. Donc on double la survie sans progression pour les gens qui ont le score élevé du biomarqueur, et on amène la survie de 11 à 16 mois. Donc c'est assez énorme et c'est un signal très fort qu'on voit juste avec 10 patients. C'est déjà statistiquement significatif. Bon, un signal très fort. On imagine qu'on va continuer à avoir des résultats à 18, à 24 mois. C'est ça aussi qu'on peut attendre là, en fait, pour le biomarqueur, comme je disais, cette partie de l'étude est finie. Oui. Mais bien sûr, si on revient à ce qu'on va voir dans les patients qui sont en cours de traitement toujours et qui sont suivis, ces patients, oui, bien sûr, 18 mois,
24 mois, etc. On va continuer. On est convaincu qu'on va avoir même des meilleurs résultats, même sans sélection, avec un biomarqueur. D'accord. Parce qu'on est déjà à 15 mois. Oui. Et il y a 5 sur 6 qui sont toujours en vie. Bon, on va suivre ça. Je cite quand même le dernier point de votre communiqué de presse qui était en synthèse au début. La continuité de ces performances très solides améliore le profil de Nox A12 en vue d'un potentiel partenariat, forcément je vais vous interroger là-dessus, et de l'accès à des voies réglementaires accélérées. Alors je me doute que vous n'avez pas me révélé de scoop, alors si vous le voulez, allez-y, c'est le moment ou jamais sur les discussions en cours, mais en tout cas sur la deuxième partie, sur l'accès à des voies réglementaires accélérées, qu'est-ce que ça pourrait donner concrètement ? C'est très important de savoir que les autorités américaines et européens, ils ont des chemins accélérés pour des médicaments qui s'adressent à des maladies graves pour lesquelles il n'y a pas de bon traitement. Bon. Par exemple, aux États-Unis, il y a un procédure qui s'appelle Fast Track, donc voie rapide. Alors, ça consiste en quoi? En fait, c'est une communication renforcée à la fois en termes de réunion et par écrit avec l'FDA. Et en plus, on est éligible après pour une accélération, une approbation accélérée. Oui, approbation accélérée. C'est ce qui est très important. Et une revue des données aussi prioritaire. Ça va plus vite. Voilà. Ça, c'est vous qui le demandez ou c'est la FDA qui vous l'accorde? Il faut demander. Oui. Donc, il faut demander. Donc, vous allez le faire. On va sûrement en discuter avec l'FDA. Bon. Et pour ça, justement, ça c'est une des choses qu'on va faire. C'est dès que les données de survie sont plus matures, on va y aller, on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent et est-ce que ça vaut la peine de demander le fast track. Bon, sur les parties partenariats, je me doute, vous n'allez pas me dire, mais ça discute, j'imagine, voilà, en ce moment. Ça discute. Les données deviennent de plus en plus intrigantes et excitants pour les gens qui regardent et qui connaissent bien le domaine du glioblastome. Ouais. Bon, alors, on aura peut-être des nouvelles à venir dans les semaines, dans les mois qui viennent. On sait aussi, sur les bras d'extension de Gloria, que Nox A12 est évalué avec un anti-PD-1, ça c'est le Keytruda de Merck, on sait. Est-ce que sur ces combinaisons, il y en a qui vous semblent plus efficaces? Est-ce que les deux sont intéressantes? Est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser aux deux? Comment vous envisagez un petit peu ces deux combinaisons? Je pense que ça vaut la peine de s'intéresser aux deux. Ouais. Nous n'avons pas suffisamment de recul aujourd'hui sur les combinaisons avec le Keytruda. Les médecins, ils avaient préféré, en termes de recrutement, ils ont privilégié celui avec le anti-VEGF. Donc, on a rapidement rempli ce bras. Keytruda, c'était plus lente et on n'a pas assez de recul pour le moment. D'accord. Mais l'immunothérapie pour le cancer du cerveau, c'est la graille. Et on veut bien y aller. Parce qu'il y a une raison mécanistique de croire que notre médicament va apporter quelque chose pour que l'inhibiteur de PD1, l'immunothérapie, marche. C'est quoi? On voit déjà dans les patients qui étaient traités qu'avec le Nox A12, après la radiothérapie, et que par le Nox A12, le cancer du pancréas, que les cellules du système immunitaire commencent à attaquer le tumeur. D'accord. On voit, au lieu d'avoir des cellules dispersées par-ci, par-là, on voit des grappes des cellules qui sont activées. Et ça, c'est très intéressant à voir et ça suggère qu'on est en train de déclencher une réaction immunitaire dans le tumeur où, normalement, ça ne se passe pas. Bon, et c'est pour ça que ça vaut le coup, quand je vous écoute, de tester les différentes combinaisons pour voir Absolument. Au final, celle qui peut fonctionner le mieux, ou d'ailleurs peut-être les deux fonctionnent. Parmi les nouvelles récentes, on a aussi l'approbation par l'autorité de santé américaine, je la FDA, de la demande de lancement de l'essai clinique de phase 2. Cette fois-ci, c'est Nox A12 dans le cancer du pancréas aux États-Unis. Là, c'est Optimus, après Gloria, qui doit évaluer l'innocuité de Nox A12 en combinaison avec, là aussi, pour le coup, c'est le Keytruda de Merck, et deux chimiothérapies différentes, je vais être précis, dans le traitement de deuxième intention du cancer du pancréas, autant dire les choses comme elles sont. Comment va se dérouler cette étude? Et là aussi, qu'est-ce que vous en espérez? Bon, il s'agit de notre promesse que nous avons fait à nos actionnaires d'amener cette application d'essai clinique à l'approbation chez l'FDA. Et ça, c'est très important. Et le point crucial maintenant, c'est que l'FDA a regardé l'ensemble des données de Nox A12
C'est la première fois qu'ils ont regardé, et c'est la première fois qu'ils ont regardé la molécule de classe de chez Noxon, Spiegelmer. Et après toute cette évaluation, et ils nous ont demandé de faire des études en plus, ce que nous avons fait, et ils ont donné leur accord de faire un essai clinique aux États-Unis. Donc ça, c'est très important parce que le FDA, c'est un des autorités réglementaires les plus importants dans le monde. Et si eux, ils disent que ça peut aller, ça va nous épargner du temps plus tard quand on arrive. C'est une belle ça donne une belle crédibilité, on peut dire. Et ça va accélérer des choses quand on demande pour le glioblastome. Prochainement, j'espère, dans l'avenir. Bon, sur le déroulement de cette étude, d'un point de vue plus pratique, qu'est-ce que ça nous donne? En fait, on a annoncé qu'on va focaliser tous nos efforts et nos finances sur le glioblastome pour le moment. Donc, on a amené l'essai Optimus à la IND, à l'autorisation d'essais cliniques en Europe. Et là, il faut attendre qu'on sécurise le financement pour le glioblastome avant d'aller sur cette indication-là. Alors justement, c'est bien parce que vous faites des transitions parfaites. En avril dernier, vous avez refinancé la société en lui donnant de la visibilité financière jusqu'à la fin de cette année. Est-ce que là, ça veut dire concrètement quelles sont les options qui sont sur la table? On a le partenariat, on a un autre financement à venir. Comment vous voyez les choses? Avec quoi il va falloir arriver dans la poche aussi pour aborder ce refinancement de la meilleure des façons? D'abord, je dirais, c'est encore une promesse tenue à nos actionnaires d'arrêter les obligations convertibles. Et ça, c'est terminé. Voilà, ok. Ça, vous ne revenez pas là-dessus. L'accord est terminé, on ne peut plus tirer des obligations convertibles. Alors, le but là, c'est de trouver les investisseurs qui vont nous accompagner sur la base des données qui sont super excitantes et encourageantes, qui sortent du Gloria, avec les combinaisons de bevacizumab, qui va nous permettre d'avoir des données plus matures cette année. D'abord, pour parler avec les autorités réglementaires, définir le chemin vers l'approbation. Deuxièmement, parler avec les partenaires industriels pour trouver un partenaire de financer l'étude à venir. Bon, d'ici là, il y a d'autres temps forts, d'autres points sur lesquels vous allez communiquer sur cette année 2023, second semestre éventuellement? Je pense que l'étude qui est en cours, est le plus important, parce que c'est ça qui génère les données et l'espoir pour traiter le glioblastome d'une manière exceptionnelle aujourd'hui. Pour ces patients qui ont une durée de vie moyenne de 10 mois. Et là, on est à 15 mois et on améliore chaque mois. Voilà, et on espère que vous allez revenir effectivement sur le plateau avec des bonnes nouvelles au cours de cette année 2023. Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. Merci beaucoup, Aram. Merci beaucoup, Laurent. C'est fini pour le journal des biotech, mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro.